Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant, consacré à la justice, selon que vous serez puissant ou misérable. Nos premiers invités sont Isabelle Floch, vous êtes psychanalyste et vous venez de publier un livre qui s'appelle « Quelques morts de mon père » aux éditions du Bord de l'eau. Votre père était donc le juge Floch. Et puis à côté de vous, Hélène Masdessène. Bonsoir Hélène, vous êtes avocate honoraire au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous avez écrit un certain nombre d'articles sur la discrimination homme-femme, sur le droit de la famille, sur lequel on reviendra. Donc nous nous avons demandé si la justice peut être juste. Ça peut paraître bizarre, évidemment, de se poser ce genre de questions. Et avec Thibaut Valentin, qui est avec moi ici, nous nous sommes demandé si c'était pas, au fond, être assez idéaliste que penser que la justice puisse être juste. Est-ce que vous pensez que le juge peut faire la part de l'émotion et juger effectivement juste? Hélène Masdessène. La question est très difficile, mais elle conduit à se demander d'abord qu'est-ce qu'être juste. La justice, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Et ça n'est pas une chose automatique qui peut appliquer mécaniquement des éléments qui permettront de régler les problèmes. On est actuellement justement dans une période où on tend à d'abord aider et ensuite remplacer l'intervention du juge par des forfaits, des algorithmes, des barèmes qui sont censés rendre une justice plus automatique. Et puis on s'aperçoit que c'est pas ça. Une justice juste, c'est une justice qui prend en compte les personnes, qui prend en compte les contextes, qui prend en compte tout l'environnement. Tous les concepts qu'on considère comme évidents, je prendrais par exemple l'intérêt de l'enfant. C'est pas mécanique, il faut une appréciation, il faut rechercher comment faire pour le mettre en œuvre. Et par définition, la justice est une affaire d'êtres humains. Et donc, la recherche du juste est une recherche d'êtres humains qui font les efforts pour tenter d'aboutir à ce qui ne peut être qu'un équilibre, mais quel équilibre, c'est toute la question. Et qui détermine qui est le bon équilibre, c'est toute la question. Isabelle Floch, vous devez être sensible à ce langage, dans la mesure où le livre que vous avez écrit, vous qui êtes psychanalyste, c'est un livre en fait sur votre père, mais votre père vu de façon subjective, il était le juge Floch. Bien sûr, de loin, on pensait que c'était un juge, mais vous nous dévoilez en même temps ce qu'il pouvait penser. Et la question que je voudrais vous poser d'abord, c'est est-ce que vous avez l'impression que le caractère très particulier que vous décrivez chez votre père a influencé d'une manière ou d'une autre sa manière de juger, de telle façon que on peut se poser la question de savoir si la justice est vraiment objective? Oui, c'est une bonne question, Antoine Spire. Je vous remercie de la poser. Alors, c'était un juge, un père, un homme, un fils, un mari. Hein. C'est tout ça, un juge aussi. Et je pense que ce qui m'a vraiment intéressée dans le portrait que j'ai tenté de faire de lui, c'est d'essayer d'aborder, de percer ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire, qui était ce juge qui était mon père. Voilà. C'était la question qui m'a guidée au premier chef. Hein, puisque on peut connaître son père, plus ou moins d'ailleurs. Enfin, dans mon histoire, c'était pas évident. Et comme je le raconte dans le livre, le juge était pour moi, dans sa façon de travailler, le juge qu'il était, dans sa façon de travailler, très opaque, vraiment. Hein. Et du coup, faire ce livre m'a permis d'appréhender, de découvrir beaucoup mieux qui il était comme juge. Voilà. Et de faire le rapprochement entre ce que je savais, connaissais imparfaitement, mais de sa personnalité, et de sa façon, donc, d'exercer son métier. Voilà. Bon, c'était un homme de vocation.
Floch, avant tout. D'accord ? C'était quelqu'un qui était mu, on va dire, par un désir de vérité très fort. Ça, c'était une caractéristique très importante, très singulière. Voilà. Alors, c'est là peut-être où le problème commence, dans l'exercice de la justice qu'il a tenté de vivre. Hein. Notamment, on va sûrement en reparler au cours de l'affaire de Breuil, qui a été une grosse affaire pour lui, une grosse affaire française aussi. Mais disons que quand on a une trempe de juges mus, dévoués à la vérité, passionnés même de vérité, ça rentre ça peut rentrer en frottement, ça peut poser des problèmes par rapport à un contexte politique, social, j'allais dire aussi de hiérarchie, hein, puisqu'un juge, on pourrait dire qu'un juge, on croit qu'un juge exerce en toute liberté, en toute singularité. En fait, dans les faits, ça n'est pas vraiment exact, puisqu'un juge a d'abord affaire à un appareil d'État, hein, et surtout, il délègue son pouvoir d'enquêter. Voilà. Ça n'est pas lui qui enquête. Lui, il lance des commissions rogatoires, hein, il pose des questions, il tente d'en savoir de plus en plus et le mieux possible, et il est parfois en butte à ce qu'on veut lui cacher. Voilà. Donc il est dépendant aussi. Hélène Masdessène, ça signifie qu'au fond, quand dans les films policiers, les délinquants échangent sur le point de savoir si on est avec un bon juge ou un mauvais juge, ils ont tout à fait raison, parce qu'au fond, tout dépend du caractère du juge, de la manière dont il perçoit les choses, de son éventuelle empathie, etc., non ? Dans les films policiers, les juges ont de curieux pouvoirs, il faut bien dire, qui ne correspondent pas souvent à la réalité de ce qui se passe ici en France, parce qu'il y a souvent un très, très grand mélange entre les procédures que nous avons ici, les procédures américaines, qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais oui, encore une fois, le juge est une personne. Alors, je ne voudrais pas limiter mon propos au juge pénal ou au juge d'instruction. Parce que la personnalité du juge a une importance dans tous les domaines. Ce qu'il est, ce qu'il sent, ce qu'il a vécu, tout cela a certainement une importance. Et tous les avocats vous diront j'ai envie d'avoir un tel et pas un tel. Bon, voilà. Et il y a des mécanismes pour empêcher ça. Mais il y a aussi Qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme pour empêcher ça ? Il y a des mécanismes automatiques pour que tu Ah oui, ça, on ne choisit pas son juge, évidemment. Juge, bien sûr, on ne choisit pas son juge. Il y a des moyens. Bon. Mais d'autre part, il y a des mécanismes procéduraux qui sont faits pour contrebalancer cette subjectivité. Le premier et le principal, c'est la collégialité. C'est-à-dire que les décisions de justice sont en principe prises collectivement par plusieurs magistrats. Le deuxième, c'est la motivation. Les juges sont obligés d'expliquer pourquoi ils prennent une décision ou une autre. Le troisième, c'est l'oralité. On va venir discuter devant un juge, expliquer son affaire, écouter, entendre, etc. Ces trois piliers du fonctionnement de la justice qui ont pour objet, en quelque sorte, d'objectiver la décision de justice et d'éviter que la subjectivité d'un juge l'emporte, sont en ce moment l'objet de très fortes attaques. L'oralité, à l'occasion de la crise du Covid, recule à toute vitesse. La collégialité, de plus en plus de décisions sont prises par un juge unique, formellement ou non formellement. Est-ce qu'à Outreau, il y avait plusieurs juges ? Ah oui, oui. Ah, il y avait un juge d'instruction unique, mais au moment de la décision de jugement... le juge d'instruction s'est donc gouré, c'est lui qui s'est gouré, il était unique, oui, mais oui, c'est un juge d'instruction est unique. Dans beaucoup d'affaires, maintenant, il y a plusieurs juges d'instruction. Mais dans la décision de justice, je parle notamment dans les affaires civiles, il y a plusieurs juges. Mais de plus en plus... Soit c'est un juge unique qui fait tout le travail et qui rapporte plus ou moins formellement à ses collègues, soit il y a beaucoup de procédures où maintenant c'est un juge unique qui tranche. Donc ce mécanisme qui a pour objet
diminuer la subjectivité est un mécanisme qui est quelque part en danger. Et est-ce que ça garantit l'indépendance du juge ? Alors, l'indépendance, c'est une autre question. L'indépendance, c'est une autre question. Je ne pense pas que, sauf dans des affaires très exceptionnelles comme celle dont vous allez parler, il soit fréquent que les juges reçoivent des instructions directes. Alors, il faut distinguer, évidemment, le parquet, l'instruction, mais un juge qui siège, par exemple, dans une affaire civile, ça sera rarissime qu'on lui dise « tu vas juger comme ça ». Les pressions, c'est pas ça. C'est l'idée que l'on se fait de ce qui doit être bien jugé. C'est l'opinion publique, c'est l'autocensure par rapport à des phénomènes dont on reparlera, je pense, tout à l'heure. Mais c'est en même temps le contexte, parce que prenons effectivement le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors qu'on a eu un contexte où ce qui comptait, c'était le héros, on est passé maintenant à un nouveau contexte où ce qui compte, c'est la victime. Oui. Et en conséquence, la victime est portée au nu, et c'est le contexte de justice pour les victimes qui l'emporte sur tout. Alors, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est, compte tenu de ça, on a quand même une situation objective qui pèse sur le juge. Ah mais de toute façon, on a une situation objective qui pèse sur le juge. Elle n'est pas forcément objective, d'ailleurs, la situation. Parce que les médias ne sont pas plus indépendants que les juges. Excusez-moi, monsieur le journaliste, mais pas forcément plus indépendants que les juges. Et mais il existe des médias indépendants, ne vous inquiétez pas. Oui, je ne m'inquiète pas. Mais ils peuvent aussi exercer tout type de pression sur je ne dirais pas que c'est un dialogue, c'est pour employer des termes qui ne sont pas à la mode, c'est un rapport dialectique. Mais, si vous voulez, bien sûr, tout ceci a de l'influence sur la décision qui est prise, les pressions de l'opinion, les préjugés, la connaissance insuffisante, mais c'est une réflexion très ancienne de chercher des moyens d'équilibrer ces différentes pressions. On parlera, si vous voulez, de la justice du travail, peut-être tout à l'heure, où il y a des mécanismes pour essayer de rétablir une certaine forme d'équilibre. Et puis, il y a d'équilibre entre le patron et le salarié ? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le mécanisme qui rétablit l'équilibre ? Le mécanisme qui a été inventé, c'est que les juges prud'hommes, en première instance, sont moitié patrons, moitié salariés. C'est une juridiction paritaire. Donc, par définition, pour arriver à un accord, il faut qu'ils se mettent d'accord. Ça marche rarement. Ça marche souvent. D'accord. Ça marche souvent. Moi, j'ai souvent vu en prud'homme un partage. C'est-à-dire qu'on a les patrons d'un côté et les salariés de l'autre. C'est vrai, mais il y a des mécanismes ensuite pour régler ces conflits. Mais dans la vérité, il y a souvent une solution qui est trouvée d'accord. Et donc, c'est fait pour ça. Alors, de dire que la justice prud'homale est égale, non. Mais il y a des mécanismes qui sont censés équilibrer. Et alors après, bon, on en parlera aussi tout à l'heure si vous voulez, il y a des inégalités d'accès à la justice qui tiennent aux moyens à la fois financiers et à la fois de connaissance d'une partie ou d'une autre. Mais c'est un autre débat. Mais non, c'est pas du tout un autre débat. Par exemple, le fait qu'en prud'homme, l'avocat qui est payé par le patron est payé cher, et donc en conséquence, il peut consacrer du temps à son patron. L'avocat du salarié, il est payé moins cher, j'imagine, parce que le salarié a moins de ressources, et en conséquence, inévitablement, l'avocat qui s'occupe du salarié a tendance à en prendre le plus possible, non ? Alors moi, je dirais que c'est l'honneur des avocats d'essayer de défendre aussi bien les gens qui les payent bien que les gens qui les payent mal. Dans la pratique. Mais dans la pratique, c'est vrai qu'il y a une vraie différence, et ça, moi je l'ai vécu et je l'ai ressenti souvent, d'être là avec mes petits bras à défendre quelqu'un, alors qu'en face de moi, j'avais tout un bataillon d'experts qui étaient là pour détruire ce que j'essayais de faire toute seule. C'est vrai, c'est évident. Il y a cette différence-là. Il y a des mécanismes aussi... La Fontaine avait raison. La Fontaine avait raison. C'est plus compliqué que ça, je pense. Ah bon ? Au prud'homme, par exemple, il y a les défenseurs syndicaux, etc. Mais je crois que c'est...
bon, il y a toute la réflexion qui est arrêtée, qui n'avance pas à partir du travail extraordinaire qui a été fait par l'ancien bâtonnier de Lyon, Paul Boucher, sur l'aide juridictionnelle qui doit être un moyen d'aider à défendre correctement. Alors ceci est une bagarre qu'on a menée, qu'on continue à mener et qu'on mènera toujours et qui n'est jamais gagnée. Mais si vous me permettez, l'aide juridictionnelle, c'est très très faible, c'est des sommes très faibles, oui. Et donc en général, l'aide juridictionnelle, ça vient pour un avocat qui a peu d'expérience. Un avocat qui a une très forte expérience n'a pas besoin d'aide juridictionnelle parce que lui, il a des clients et en conséquence, il gagne bien sa vie. Et donc, c'est absolument aberrant parce que l'aide juridictionnelle, c'est pour le petit, avoir un avocat qui commence ou qui n'est pas extrêmement performant, alors que pour celui qui est au fait de la société, eh ben, c'est pas le cas. D'une part, et d'autre part, les barèmes, les plafonds pour obtenir l'aide juridictionnelle sont extraordinairement bas, ce qui fait qu'il y a toute une grande frange de la population qui gagne trop pour avoir l'aide juridictionnelle et pas assez pour payer un avocat. Et donc pour qui voilà. la justice est trop chère. Et donc pour qui la justice est trop chère, absolument. Et alors ça c'est un des points. Et le deuxième point dont on parle moins, c'est l'accès à l'information. C'est-à-dire la connaissance du droit, qui est le premier élément qui permet d'accéder à une justice qui fonctionne. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et on connaît dans l'histoire tous les événements qui sont produits de cette nature. Publier la loi, faire connaître la loi, connaître ses droits, c'est la première des libertés, quand on veut les faire valoir. Et la nécessité d'avoir accès à l'information pour pouvoir se défendre et essayer de rétablir un semblant d'égalité est une nécessité fondamentale. C'est pourquoi l'aide judiciaire ne suffit pas et il est indispensable que les personnes sans moyens puissent avoir accès à ce qu'on appelle l'aide juridique, c'est-à-dire le conseil. C'est-à-dire le conseil. Parce que faire un procès en soi n'est peut-être pas la solution. Et puis ils sont peut-être dans leur tort, et puis c'est peut-être pas ça qu'il faut faire, et puis on leur a peut-être appliqué pas la bonne loi, et ça c'est un combat permanent dont je pourrais raconter quelques épisodes si vous voulez. Mais quand vous parlez de cette aide juridique, dans quelles circonstances peut-elle être sollicitée par un justiciable ? Elle peut être sollicitée de la même manière que l'aide juridictionnelle, demander à avoir une consultation gratuite. Et puis, il y a un tas de permanences de spécialisées, de consultations gratuites. Et à ce moment-là, il y a une consultation gratuite avec un avocat compétent ? En principe, oui. Mais en pratique, ça dépend. Voilà. Bon, après, il y a tout un tas d'associations qui peuvent donner des conseils. Il y a le défenseur des droits aussi, dont on ne parle plus assez, mais qui permet de rétablir ça. Mais si vous voulez, je crois que quand on parle de l'accès à la justice, il faut parler de l'accès au droit, qui est un élément tout à fait essentiel. Lorsqu'on voit l'exemple de votre père que vous racontez dans votre livre, à travers votre expérience de fille, du père, on se rend compte qu'il y a des tas de phénomènes qui jouent. Alors bien sûr, il y a sa vie personnelle, dont on a dit un mot tout à l'heure, mais il y a autre chose. Il y a en même temps le système médiatique, par exemple, qui a une très grande influence, parce que votre père était, comme tous les juges, sensible à ce qui se disait. On dit théoriquement que la justice doit se passer à l'écart du système médiatique, mais dans la vie, ça joue un très grand rôle, parce que d'abord, le système médiatique s'empare éventuellement d'une affaire et donne son point de vue. Et le juge, il est sous la domination de cet échange de points de vue, non ? Oui. Alors, c'était, comment dire, à l'époque où mon père travaillait, où il exerçait son métier, c'était vrai, il y avait les journaux qui étaient là très importants, la télévision, les radios, enfin bon, les médias avaient un rôle. Bon, c'était quand même, à l'époque, beaucoup moins envahissant, beaucoup moins présent que maintenant. Hein. C'est vrai qu'on n'est plus dans le même monde, vraiment. Hein. Mon père restait assez indépendant de ce qui se disait, hein, ou sur l'affaire, ou sur sa façon de travailler, ou sur les décisions qui étaient prises par rapport à ces dossiers. Il était, comment dire, il restait grandement indépendant de cette affaire médiatique. Voilà, hein, vraiment. Il était beaucoup plus embêté de l'intérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire... Du système politique. Du système mais politique. Mais avant, je voudrais que vous disiez quelque chose sur le système médiatique, Hélène Masdessène. Parce que, prenons l'affaire Daval, par exemple, avec ce qui vient d'arriver.
voilà, procès de ce jeune homme-là, qui apparaît, tout le monde fait des analyses psychologiques de ce qu'il est, ça a dû vous intéresser, vous qui êtes psychanalyste, tout le monde parle de la psychologie de ce garçon. Quand on est juge, quand on a lu ces pages et ces pages sur cette psychologie, est-ce que ça ne vous conduit pas à penser, bon ben voilà, c'est ça qui a déterminé l'assassin? Bon, ce qui s'est passé dans l'affaire Daval, pour un avocat, est très scandaleux. C'est très scandaleux de voir la parole prise sans arrêt, ou donnée sans arrêt à la sortie de l'audience, pendant l'audience, sur la personnalité de ce... Attendez, vous dites c'est scandaleux, c'est ce qui arrive dans tous les procès. Non, qui sont un petit peu médiatisés. Pas à ce point-là. Pas au point de faire sur BFM TV un feuilleton sur cette affaire, un feuilleton de fiction, soi-disant, sur le déroulement de ce procès. Et donc, d'aller dans le procès par un feuilleton télévisé qui raconte un certain discours d'un certain côté sur l'affaire. Je sais que ce n'est pas la mode, mais il y a la présomption d'innocence, de toute façon. Et voilà. Et c'est l'impression que j'ai quand on dit présomption d'innocence, c'est qu'on affirme un principe indépendamment de ce qui se passe concrètement, parce que concrètement, la présomption d'innocence, ça n'existe pas, et que l'opinion publique a déjà, par médias interposés, jugé, condamné, etc. Voilà. Et combien de situations sont telles que tout le monde croit savoir qu'un tel ou un tel est coupable, et on dit présomption d'innocence, je ne suis pas pénaliste, et vous demanderez ça, beaucoup mieux qu'à moi, à Henri Leclerc et William Bourdon, qui vont parler après moi. Il n'y a pas que coupable et pas coupable. Un procès pénal, c'est beaucoup plus que ça. C'est juger une personne. Et indépendamment de la culpabilité, il y a la nature de la peine qu'on va lui infliger, etc. Donc ça ne s'arrête pas à oui ou non. Et les médias, c'est oui ou non. Mais justement, est-ce que la justice a les moyens de juger une personne dans sa complexité? C'est-à-dire accorder le temps qu'il faut? Et je vous dis, je ne suis pas pénaliste, vous leur demanderez. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, Isabelle Floch, que d'une certaine façon, le pouvoir politique s'est emparé de l'affaire de Breuil, donc que vous allez nous le raconter, et au fond a profondément gêné votre père dans l'exercice de la justice? C'est-à-dire, il était juge, et en fait, nous sommes sous Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, et racontez-nous l'affaire de Breuil comme elle s'est présentée. Donc, de Breuil est assassiné, on est en décembre 1974. On est en 76. 76, pardon, oui. Voilà, le 24. Et en fait, c'était pas mon père qui devait être en charge de l'affaire. C'était normalement un juge qui s'appelait le juge Pinceau. Et mon père s'était arrangé pour être... Pinceau voulait être libre le 24. Donc mon père a accepté d'être de garde le 24. D'accord. Et il remplacerait Pinceau le 31. Voilà. Bon. C'était une affaire de fête, de soirée festive, etc., où chacun voulait se libérer pour être en famille. Bon. Mon père accepte donc d'être de garde le 24, et voilà, il y a un meurtre, évidemment, qui n'attendait pas. À 9h du matin, donc, on assassine Jean de Breuil, rue des Dardanelles, et on met du temps à comprendre qui c'est. Déjà. C'est-à-dire qu'on va découvrir très vite qu'il s'agit quand même d'un ministre, du trésorier des Républicains indépendants, d'un descendant d'une des plus illustres familles françaises, une famille illustre dans la mesure où c'était une famille qui, depuis 3 siècles, accueillait ou avait vu naître un prix Nobel, un cardinal, enfin une noblesse de robe et d'épée qui était au service de la France depuis 3 siècles. Jean de Breuil, j'en dis quand même 2 mots, avait été donc ministre sous De Gaulle. Il avait signé les accords d'Évian, il s'était vu confier cette tâche hautement importante en 63, après la guerre d'Algérie. Donc il avait ouvert, en gros, tout le marché économique qui allait se faire après entre la France et l'Algérie et les autres pays. Bien. Alors, il quitte De Gaulle. Jean de Breuil était quelqu'un qui était très soucieux de la reconnaissance de son travail. C'est-à-dire qu'il travaillait très bien, mais il voulait aussi être remercié. Bon. Il a toujours été en manque de reconnaissance et de remerciement. Donc, il a quitté donc, le mouvement gaulliste pour rallier
les républicains indépendants, c'est-à-dire le parti Giscard le d'Estaing. parti fondé en 1966 par Giscard d'Estaing. Et il fait partie, il était membre fondateur, trésorier du parti, soutenant la candidature donc de Giscard d'Estaing pour la présidentielle de 1974, et il était en plus le cousin par alliance donc du président en fonction quand il est assassiné. Voilà. Donc c'est une grosse tâche au sens, comment dirais-je, de bourde tout d'un coup qui arrive là. Hein. Donc ça, évidemment, bouleverse le public. Qu'est-ce qui se passe ? Et pour répondre à votre question, non seulement mon père, évidemment, a été, je dirais, empêché de travailler, mais immédiatement. C'est-à-dire que, à l'époque, le ministre de l'Intérieur était Michel Poniatowski, qui, quand il a entendu, compris et appris que c'était Floch qui était en charge du dossier, il a piqué une énorme colère dans son bureau et il a dit « ça n'est pas lui qui aurait dû avoir ce dossier ». Parce qu'il y avait un secret d'État là derrière et qu'on ne voulait pas qu'il le découvre. Voilà. Alors, mon père était connu pour ses sympathies à gauche. Ça répond aussi à la question de savoir, hein, comment dirais-je, la neutralité du juge ou pas. Bon, c'était un homme, effectivement, qui était un homme engagé. Voilà. Hein, et qui ne cachait pas ses sympathies. Alors là, on voit le rôle, au fond, finalement, du pouvoir politique, Hélène Masdessène. Est-ce que c'est toujours le cas, à votre avis, que dans un certain nombre d'affaires comme ça, le pouvoir politique intervient malgré la séparation des pouvoirs ? Évidemment. Plus ou moins adroitement et plus ou moins discrètement. Mais oui, la question de l'engagement politique des juges a toujours été un débat énorme. Et ce débat qu'on a fait semblant de ne pas le voir pendant des siècles et des siècles. Mais bon, ça existe, c'est un des engagements, mais il n'y a pas que l'engagement politique, il y a également tous les engagements philosophiques possibles. Et au moment de la séparation de l'Église et de l'État, les questions sont posées aussi. Prenons un dernier exemple. Alors là, en juridiction civile, par exemple, aujourd'hui, ce qui se fait d'habitude, c'est que lorsqu'il y a divorce, on met une semaine pour les pères, une semaine pour les mères. Est-ce que ce n'est pas finalement l'habitude, petit à petit, qui s'est installée ? Pendant très longtemps, les pères n'ont pas du tout eu une semaine. Donc, est-ce que le juge décide vraiment en conscience, ou bien est-ce qu'il n'y a pas une atmosphère générale qui force le juge à décider de cette façon ? Mais il y a forcément une atmosphère générale, il y a forcément sa philosophie. Le critère légal, comme je le disais en commençant, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est pas une chose objective, l'intérêt de l'enfant. C'est selon un certain nombre de critères qu'on se pose la question. Et puis dans un pays, c'est une chose, dans un autre, c'est une autre. Il y a actuellement une grande bagarre en Grèce d'actualité sur les droits des pères et l'automaticité de la garde partagée. Évidemment, il y a une subjectivité du juge, évidemment. Mais d'ailleurs, est-ce que ce serait possible qu'il n'y en ait pas ? Et encore une fois, est-ce qu'on doit revenir à des décisions de justice automatiques ? Ce serait pire. Ça serait pire. Et donc, il faut savoir rechercher des mécanismes et le plus juste possible en tenant compte que les juges, ce sont des hommes et des femmes. Il faut aussi les diversifier, il faut aussi qu'ils ne soient pas tous sur le même moule, il faut leur apprendre à aller dans la vie, il faut qu'ils sortent quelquefois des palais de justice, il faut qu'ils sachent la portée de leurs décisions. Bon, c'est aussi le rôle du barreau de leur expliquer la portée de leurs décisions, mais ça ne suffit pas. Tout ça, c'est indispensable. Mais rêver d'un juge hors du siècle, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Il vaut mieux qu'il soit dans le siècle. Merci à toutes les deux. Alors je rappelle que le livre Isabelle Floch s'appelle « Quelques morts de mon père » et qu'il est paru aux éditions du Bord de l'eau. La justice selon que vous serez puissant ou misérable. Deuxième partie, sur le grill, William Bourdon, avocat, pénaliste, spécialiste du droit de la communication notamment, fondateur de l'ONG Sherpa. Et puis, il a été en même temps vice-président, secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Il était l'auteur de Les démons de l'état d'urgence chez Plomb, du petit manuel de désobéissance citoyenne chez Lattès, Face aux crimes du marché, quelles armes juridiques pour les citoyens aux éditions de la Découverte.
et en face de lui, Henri Leclerc. Henri Leclerc, avocat pénaliste, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, l'homme qui résume peut-être son livre, son travail de plus de 50 ans, 60 ans de barreau, dans un livre qui s'appelle « La parole et l'action ». Et dans « La parole et l'action », on a au fond toute la carrière d'Henri Leclerc, et ce n'est pas rien. Alors Henri Leclerc, je voudrais commencer par ça. Est-ce que La Fontaine a raison ? Et est-ce que ça continue, à votre avis, à ce que, au fond, les riches soient moins bien traités que les pauvres en face de la justice ? Ça varie. C'est-à-dire que les situations ne sont pas les mêmes. Peut-être que les rapports à la justice ne sont pas les mêmes d'ailleurs aussi. Ça, c'est un autre problème. Mais il faut se souvenir que, parlons même pas de l'Ancien Régime, mais même, je dirais au 19e et au 20e, ou du moins dans la première partie du 20e, les juges étaient une caste bourgeoise qui était choisie en grande partie par cooptation, c'est-à-dire qu'on était juge, père de juge, etc. Et évidemment, on leur reprochait d'être très dur avec les misérables et les pauvres et d'être indulgent avec les riches. En fait, c'était leur conception même du monde qui était en cause. C'est-à-dire que pour eux, la justice, ça paraissait évident, quoi. Les riches, c'était leur monde. Donc, il faut reconnaître que depuis la création de l'école de la magistrature, en 1958 par Michel Debré, les juges sont maintenant des hauts fonctionnaires. À qui vous rendez donc justice ? Pardon ? À qui vous rendez donc justice ? Bien sûr. Bien sûr, sur ce point et sur quelques autres. Hein, il y en a beaucoup sur lesquels je suis plus en désaccord qu'en accord, mais les points comme ça, je pense que la création de l'école de la magistrature, contrairement à ce que disent certains, a été une bonne chose. Ça a fait des juges une classe de hauts fonctionnaires. Donc ils sont recrutés ensemble, et quand vous avez des gens qu'on met ensemble pour une école, hein, pour un certain temps, et les choses, ils regardent dans la même direction, les choses deviennent différentes. Pourquoi ? Parce qu'on enseigne, bien entendu, ce sont les règles de la justice, les règles du droit. Et après, ces hauts fonctionnaires, petit à petit, ont un peu pris le dessus. Et il faut bien reconnaître que la situation des puissants et des riches n'a plus été tout à fait la même. Certes, les puissants et les riches, vous en parliez tout à l'heure, ont une faculté et ont des possibilités de défense par des avocats plus formés, qui sont des avocats plus riches et donc qui ont plus de temps. Bon. Mais il est certain qu'aujourd'hui, vous avez dans la magistrature un esprit qui est dur qui est différent en ce qui concerne les riches et les puissants. Ça, moi, c'est une chose que j'ai constatée. Ce qui ne veut pas dire que les riches et les puissants, pour des raisons diverses, qui sont la position générale de la société, ne sont pas, évidemment. Les juges restent très durs pour les plus pauvres. Voilà. Mais je ne dirais pas que c'est une règle absolue. William Bourdon, est-ce que finalement, on n'a pas une situation qui a changé ? C'est-à-dire que maintenant, les juges font bien attention aux très pauvres, ils savent que c'est ce qu'il faut faire, et que, de toute façon, comme c'est les victimes de la société, il vaut mieux qu'ils les défendent un tant soit peu, mais que finalement, ceux qui sont les victimes des juges, plus facilement, ce sont ceux qui sont couche moyenne. Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens de financer des avocats dans de bonnes conditions, et en conséquence, ils sont quelquefois les dindons de la farce juridique. Bon, il y a une asymétrie structurelle, toujours, qui tient aux ressources, qui est universelle et éternelle. Moins on a de moyens, et ça ne veut pas dire qu'on se défend toujours mal, mais plus c'est compliqué de se défendre. Et moins on a affaire à des avocats techniciens, moins on peut mobiliser des moyens, des ressources humaines pour pouvoir essayer de se mettre à l'abri du rouleau compresseur de la justice. Alors je rejoins Henri sur le fait qu'il y a une dynamique qui a changé en France, qui vient évidemment de l'ENM, qui vient aussi de quelques coups d'éclat. L'ENM, c'est l'École nationale de l'École nationale de la magistrature, de quelques coups d'éclat des juges qui ont été tout de suite qualifiés, et ça signe quelque chose, bien sûr, de juge rouge. Le juge Charette, on se souvient, qui avait embastillé un employeur pour un accident du travail. Il y a eu l'appel de Genève des grands juges européens, dont le juge Renaud von Runebeck. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il y a eu le télescopage entre, en tous les cas, c'est ce que je pense, et c'est ce que j'ai vu du promontoire que constitue le métier d'avocat. Il y a eu un télescopage entre une exigence qui s'est approfondie, qui s'est universalisée des citoyens,
de mettre en œuvre le principe de l'égalité devant la loi. Et que cesse une culture de l'impunité qui existait dans ce pays, qui continue d'ailleurs, qui peut s'appeler l'entre-soi, qui peut s'appeler une forme d'endogamie. Et par conséquent, ces citoyens ont réussi, en s'appuyant notamment sur l'action un peu éclatante de quelques juges, à ce que diminue, ce qui n'a pas complètement disparu, une forme de culture de timidité ou de bienveillance des juges vis-à-vis des puissants. On ne va pas les emmerder. Que ce soit les responsables publics, que ce soit les chefs d'entreprise, a fortiori quand ils expliquent que, droit dans leurs bottes et les yeux dans les yeux d'un juge d'instruction, que s'il y a des mesures coercitives, c'est 200 personnes qui vont être non pas mis au trou, mais qui vont être mis au chômage. Donc, cette culture de l'impunité, elle a été effritée. On l'a vu dans quelques procès retentissants ces dernières années. Elle a atteint y compris les plus grands responsables publics ou privés. Alors justement, de ce pays. on a un procès d'un président de la République. En ce moment, on a le procès de Sarkozy. Quand on voit ce procès de Sarkozy, tout le monde se dit, d'accord, procès, mais il a tellement de procès, et tout le monde sait très bien que jamais il n'ira en prison, parce qu'en face des juges, un président de la République est suffisamment puissant pour ne jamais aller en prison et ne jamais encourir ce que n'importe quel justiciable, lui, peut encourir. Oui, bon. Non, Henri Leclerc ? Écoutez, vous savez que Chirac, pourtant vieux, malade, incapable d'assister lui-même à son procès, a été condamné quand même à 2 ans de prison avec sursis, ce qui est quand même pas ordinaire. C'est déjà une peine qui est... Enfin, pour un ancien président de la République, ça s'oublie un petit peu autre jour. Alors, Sarkozy, moi j'en sais rien, je ne vais pas entrer dans le détail de ses affaires actuelles, on verra bien. Mais non, je pense que c'est vrai que la justice, quelle qu'elle soit, elle tremble un peu toujours devant les puissants, en principe. Mais vous savez, on a par exemple créé une juridiction imbécile qui s'appelle la Cour de justice de la République pour juger les anciens ministres. C'est absolument ridicule. On les fait juger par des parlementaires qui ont exigé de porter une robe, à cette occasion d'ailleurs. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, une de plus qu'il n'a pas tenue. C'est ridicule, c'est ridicule. Qu'est-ce qui était une promesse Emmanuel Macron. De mettre fin à ça ? Oui. Non, mais moi j'ai plaidé des affaires nulles devant ça ne marche pas, quoi. Bon, et ça c'est un peu ridicule. Ceci étant, vous savez que le président de la République, pour les actes de sa mission, devrait être jugé par la Haute Cour. La Haute Cour, elle ne s'est pas réunie depuis Caillot, peut-être. Mais vous êtes en train de confirmer le fait que les puissants ne posent pas de problème. Et alors, je voudrais vous poser une question, Henri Leclerc, parce que vous avez témoigné au procès de Sarkozy. Oui. Alors, moi, ce qui m'a sidéré, que vous disiez que le principe selon lequel un avocat ne doit pas être écouté, doit être respecté. Je l'entends, puisque vous avez dit ça dans votre témoignage. Oui. Vous avez dit, voilà, un avocat, il faut que ça reste confidentiel, c'est le secret professionnel. J'entends. Mais est-ce que vous ne croyez pas que votre témoignage a été utilisé ? Henri Leclerc, le président de la Ligue d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, qui vient témoigner en faveur de M. Sarkozy. Et c'est utilisé de cette façon. Attendez. Bon, 2 choses. D'abord, je n'avais pas été cité par Sarkozy, j'avais été cité par Herzog. C'est-à-dire que j'ai... C'est la même chose, c'est son avocat. Non, j'ai été cité par un avocat uniquement pour venir parler du problème qui est énorme du secret professionnel de l'avocat et de la garantie du secret professionnel de l'avocat, dont je pense depuis toujours que c'est un fondement, mais indispensable à la profession. Pourquoi ? Parce que le secret professionnel, c'est ce qui fait la confiance. Et la confiance, elle est nécessaire à la défense. Il faut que celui qui est défendu puisse faire confiance. D'accord, c'est le principe. Qu'il puisse dire un certain nombre de choses. C'est pas seulement un principe, c'est un principe qui est inhérent à la profession d'avocat elle-même. Voilà ce que je suis venu dire. Ça, j'entends bien. Voilà ce que je suis venu dire. Mais est-ce que vous êtes utilisé Peut-être. Vous savez, c'est pas la première fois que je suis utilisé. Ceci étant, je peux être utilisé, mais les gens savent. Je pense et j'espère que les gens savent où je suis. Et que si je viens parler du secret professionnel, c'est pour parler du secret professionnel. Voilà. Mais justement, l'utilisation d'un avocat, est-ce que ça ne pose pas finalement le problème de la dictature de l'émotion ? On se dit, Henri Leclerc, une grande personnalité comme ça, qui vient derrière Sarkozy, c'est que Sarkozy n'a pas entièrement tort. Vous croyez que c'est ce que vont dire les juges ? Les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Dictature de l'émotion. Dictature de l'émotion. C'est des juges. Là, c'est un tribunal, c'est très intéressant. Parce que ce tribunal, il a condamné à des peines extrêmement lourdes les gens qui sont impliqués avec Balladur, qui va passer devant la Cour de justice de la République. Ils ont condamné un certain nombre de gens, Bazir, je ne sais plus comment, qui étaient des chefs de...
de l'affaire Karachi. Et au Ils les ont Pakistan, condamnés c'est- à 2 ans de prison ferme. Donc ils ont La été vente très des sévères. frégates au Pakistan. Et les mêmes juges ont relaxé Tapi. Hein, donc je constate ça, simplement. Alors, ils jugent Sarkozy aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'était de dire, puisqu'Herzog me demandait de venir le dire, comment, moi, je concevais le problème du secret professionnel de l'avocat. Je l'ai dit à des juges, et franchement, je ne vois pas qu'on utilise n'importe comment, bien sûr. On l'utilisera toujours. William, enfin. pour ne pas rester seulement dans cet exemple, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de la dictature de l'émotion. C'est-à-dire, est-ce que l'avocat n'est pas à utiliser tout le temps aujourd'hui l'émotion? Autrefois, on vantait les héros, aujourd'hui, on vante les victimes, et il faut défendre les victimes. Et comme l'avocat essaye d'être du côté des victimes, il utilise l'émotion pour essayer d'obtenir gain de cause auprès du juge qui, lui, est touché par l'émotion. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. L'émotion, c'est un carburant merveilleux pour l'avocat. Savoir être émouvant ou être éponge avec un client de sa propre humanité et la restituer d'une façon émouvante, c'est parfois le sortir des ténèbres dans lesquelles il est. Donc, l'émotion est le véhicule universel pour essayer de réhumaniser quelqu'un qu'on veut à tout prix déshumaniser. C'est tout à fait autre chose que l'émotion d'un crime, a fortiori si c'est évidemment beaucoup plus confortable et beaucoup plus facile si on est du côté des victimes, et scénarisé, instrumentalisé, hystérisé pour faire pression, notamment par le truchement des chaînes de flux ou l'opinion publique sur un tribunal, ou pour organiser une espèce de culpabilisation, de pression, d'intimidation sur l'audience. Il y a des dérives aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de malédiction qui s'est emparée d'un certain nombre de victimes, avec des tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'explorer, c'est que leur souffrance les rendrait créanciers à tout prix d'un coupable. Et à ce droit d'avoir un coupable devrait répondre, du côté de la justice, le devoir d'en désigner un et de le condamner. Et ça conduit à des dérives terribles. Alors c'est évidemment caricatural dans les affaires de terrorisme, ou dans certaines affaires que je défends, où l'exigence à tout prix des gens qui ont souffert de façon terrible, devoir désigner un coupable, conduit dans une logique parfois qui frise le judiciairement ou le politiquement correct, des juges à faire litière d'un certain nombre de principes, et notamment de celui d'exiger un minimum de preuves consistantes et solides pour condamner. Mais je réagis juste à ce que disait Henri. Henri vient de dire à propos du verdict de Karachi. Un verdict très dur. Non. C'est relatif. Mon cher Henri, c'est une position qui n'est pas la mienne. Et ça me permet aussi de répondre en même temps à une question d'Antoine. L'égalité devant la justice, devant la loi, ça ne doit pas être évidemment le nivellement par le bas, c'est-à-dire tous au trou. Évidemment que non. Mais en France, on découvre tout d'un coup, les médias se sont dit, il y a des peines très lourdes, épouvantables, qui s'abattent sur ces hommes. Enfin, de quoi on parle? La France est revenue à un étiage moyen, s'agissant de peines de prison avec sursis ou de peines fermes, pour des infractions financières extrêmement graves, où des gens ont trahi leur mandat devant leurs actionnaires, devant l'opinion publique, devant leurs électeurs, parfois. Et le trahissant ayant confondu l'intérêt général comme une espèce de ticket d'entrée pour s'enrichir, évidemment, les juges ont commencé à prendre leurs responsabilités. Et ça met la France non pas dans une justice dure ou très dure, ça la met dans un niveau moyen par rapport à ce qui est administré comme peine pour des crimes équivalents en comparaison avec l'ensemble des autres pays européens. Voilà ce qu'il faut quand même rappeler comme évidence. Non, mais je suis bien d'accord. Le problème, c'est que je dis que c'est gros par rapport aux peines qui étaient infligées auparavant à ces gens-là. Ah mais il y a une évolution. Premier point. Voilà, donc progrès. Progrès, j'en sais rien parce que je ne connais pas le détail de l'affaire. Alors, bon, c'est tout. Je dis simplement, je constate que des gens puissants étaient condamnés très fortement. Je ne peux pas dire si c'est juste ou injuste, je peux dire que c'est lourd. Bon, premier point. Deuxièmement, il est évident, et je dis quand même que Tapi, qui était condamné par l'ensemble du pays, cette décision a fait couler beaucoup d'encre, elle suscite beaucoup d'interrogations. Non mais attendez, je ne sais pas si Tapi est coupable ou pas coupable. Hein. Moi, c'est pas de mes proches. Hein. Bon, personne ne le pense. Comment? Mais ça pourrait. Je m'en fous, moi. Bon, je ne sais pas s'il est coupable ou pas coupable. Ce que je constate, c'est que la décision d'acquittement était une décision courageuse par rapport à ce que, je dirais, l'opinion publique et les médias attendaient.
Bon, ça c'est le deuxième point. Simplement, pourquoi j'ai pris cet exemple? Non pas pour dire qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, Bien sûr. mais pour dire que, manifestement, les juges ont pris des décisions en fonction de ce qu'était leur conscience. Voilà. Voilà ce que je crois et qui est assez important. Alors, le problème de l'émotion, c'est vrai que c'est très important, mais d'abord l'émotion, elle vaut pour les victimes, elle peut valoir aussi pour les accusés. C'est ce que Car j'évoquais. il est bien évident que les condamnations qui sont infligées à beaucoup d'accusés, et même peut-être quelquefois aux voleurs de poules, hein, ce qui se passe devant les séances de comparution immédiate où passent des petits... Bon, il suffit de lire les livres de la nouvelle directrice, la nouvelle Contrôleuse des lieux de détention, Dominique contrôleuse des lieux Simoneau. de détention. Dominique Simoneau a écrit, elle a fait des pièces de théâtre. Bon, c'est terrible ces peines qui sont infligées dans des conditions inadmissibles. Alors, le problème est de savoir quels sont les devoirs des juges. C'est intéressant d'ailleurs parce que le serment des jurés prévoit que le juré juge de n'écouter ni la crainte ni l'affection à un moment. Donc ça devrait valoir aussi bien pour les victimes que pour les accusés. Mais l'affection joue un rôle, car effectivement, les juges sont des personnages humains. Bon. La question, c'est de savoir quelle est la fonction de la justice. Alors là, c'est compliqué. Parce que il y avait un magistrat assez engagé qui s'appelait Casamayor, qui écrivait dans la revue Esprit. Et dans le monde. Et dans le monde, absolument. Mais enfin, il était surtout connu comme un des éditorialistes de la revue Esprit, ce qui caractérise un peu sa place. Et il disait toujours quelle d'étrange idée d'avoir donné le nom d'une vertu à une administration. Et derrière cela, il y a, excusez-moi d'être un peu cuistre, mais il y a deux citations que je voudrais faire, parce qu'elles sont essentielles. D'abord, une citation de Pascal, c'est pas rien. Il dit, mais le problème, c'est qu'il faut mettre ensemble... Et il parle, bien entendu, de l'idéal, du concept, la justice et la force. Mais on ne peut pas le faire. Parce que la justice, sans la force, est impuissante. Et la force sans la justice est tyrannique. Et il ajoute à la fin, ne pouvant faire en sorte que la justice soit forte, on a fait en sorte que la force soit juste. C'est-à-dire que la fonction de la justice, c'est d'essayer de rendre juste le pouvoir de l'État, qui est ce pouvoir terrible de condamner. Et le problème, effectivement, c'est quelle est la fonction de la justice pénale. Et à ça, il y a Camus qui a répondu dans un article absolument prodigieux de mars 45, quelque chose comme ça, c'est au début de l'Actuel. Et où il dit notre tâche la plus écrasante, la plus difficile, c'est que nous avons maintenant à juger tous ces gens qui ont commis des actes horribles, qui ont torturé nos amis, qui ont... Bon. Et il dit, c'est la plus haute exigence pour nous, c'est ce qui sera le plus difficile, mais c'est le plus nécessaire, c'est de transformer notre soif de vengeance en désir de justice. Et là, on voit apparaître le problème des victimes. Et c'est vrai que la justice était rendue pour la force, je disais, la force de la loi, c'est la citation de Pascal, c'est-à-dire la force devient juste. Et que, au fur et à mesure, la victime est devenue, très curieusement d'ailleurs, particulièrement dans la justice française, un personnage absolument central. C'est-à-dire qu'on jugeait, les juges d'avant jugeaient au nom de l'État, au nom de l'infraction qui avait, de la blessure qui avait été faite à l'ordre social, à la société, le voleur, l'assassin, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que la victime a pris une position considérable et que, au fond, la souffrance de la victime et le poids de la fonction. Mais là, c'est très intéressant, parce qu'on en revient à des choses très antiques, à la loi du talion, c'est-à-dire que c'est la souffrance de la victime. Or, normalement, la souffrance de la victime n'est qu'un élément. Bien sûr, c'est un élément. Mais la justice, elle est faite pour l'ordre social. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un problème, c'est que pour être bien jugé, il faut avoir un avocat qui soit compétent et bon. Bien évidemment, vous êtes deux avocats très compétents et très bons. Mais comme vous êtes assez cher, j'imagine, je ne sais pas quels sont vos tarifs, mais comme vous êtes assez cher, j'imagine que le pauvre, par l'argent. Bon, d'accord. Mais je ne dis pas obsédé par l'argent, mais le pauvre ne peut pas se payer ça. Le pauvre ne peut pas se payer ça. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec le prix de l'avocat? Non, il n'y a pas de problème. Non. Je vais vous dire quelque chose. Oui. J'ai assisté, par hasard, j'ai défendu un des terroristes.
Et j'ai vu... Un des terroristes Un des terroristes islamistes, là, actuellement. J'en ai défendu un par hasard, je ne donnerai pas les raisons, bien. Il n'a aucune importance d'entrer là-dedans. Mais, donc j'ai assisté à des procès. Eh bien, je vais vous dire, les jeunes avocats qui sont commis d'office dans cette affaire, qui ont l'affaire la plus difficile qui puisse exister aujourd'hui. D'ailleurs, la seule idée de défendre ces gens-là paraîtrait absolument impossible. Enfin bon, eh bien, je peux vous dire qu'ils font un travail formidable. Formidable. D'un courage inouï et en même temps d'une intelligence exceptionnelle. Et ça, je pense que... moi, vous savez, je me souviens très bien, et William Mais c'est aussi, difficile de défendre des coupables, non? Mais non, mais bien sûr que c'est difficile de défendre des coupables. Mais, ça vous est arrivé souvent c'est de défendre difficile. des coupables. Mais c'est encore plus difficile de Non, défendre mais des vous savez, innocents. la plupart des coupables que j'ai défendus reconnaissaient qu'ils étaient coupables. Le problème était de savoir quelle était l'importance de la peine qu'on allait leur infliger. C'est ça le plus souvent. Et bien sûr, il arrive aussi des gens qui sont accusés. Et d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de la présomption d'innocence. Je veux dire quelque chose. C'est que si on regarde les débats de la Constituante en 1789, avant le 26 août, pour faire la Déclaration des droits de l'homme, ils ont évoqué à l'article 9 la présomption d'innocence, dont tout le monde parle aujourd'hui. Mais pourquoi ils évoquent la présomption d'innocence? Ils l'évoquent uniquement comme un nécessaire comportement de la justice, justement. Car ils disent ils ne disent pas tout homme est présumé innocent, mais ils disent tout homme étant présumé innocent, toute violence qui serait appliquée est interdite. Ils veulent définitivement éradiquer la torture. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existera pas. On le sait qu'à un certain moment, elle a réenvari la guerre d'Algérie et d'autres. Bon. Et ils veulent éradiquer la torture. Et ils disent la seule violence qui serait permise, c'est de les mettre en prison si c'est nécessaire à la société. Mais la présomption d'innocence, c'est une notion judiciaire. Ils ne parlent pas d'information. C'est différent. Ils ne parlent pas de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez récemment la fameuse scène de M. Zecler, de ce producteur de musique qui est frappé, ceux qui voient cela, ils voient les gestes, ils ont une conviction. La culpabilité va être une notion juridique, une notion judiciaire qui va être reconnue par l'État. On n'a pas le droit de les torturer, on a le droit de les mettre en prison actuellement. Mais ils sont présumés innocents, d'accord, aux yeux de la justice, totalement. Aux yeux de l'opinion, qu'est-ce que vous voulez, chacun a son opinion là-dessus. On a vu les images. Alors, bien entendu, il faut avoir une toute petite réserve, c'est des images truquées. On en a vu d'autres. Mais là, moi, j'ai vu, par exemple, 10 fois ces films en près, en loin, de tous côtés. Si c'est truqué, c'est un truqueur de génie. William Bourdon, j'aimerais que vous me disiez, quand vous prenez la défense d'un coupable comme avocat, quand est-ce que vous refusez de défendre un coupable? Vous pensez à ce moment-là qu'il y a un autre avocat qui va vous remplacer? Parce qu'il faut bien qu'un coupable soit défendu. Donc il vous arrive de refuser quelquefois la défense d'un coupable, non? Et sur quels critères? Je crois que le devoir qu'une société démocratique d'organiser la défense de tous et le devoir et le droit de tous d'avoir un avocat n'a pas du tout comme conséquence dialectique l'obligation pour tous les avocats de les défendre tous. Et qu'évidemment, il y a des avocats qui ont une conception qui est proche de la conscience de l'ouage. Et parfois, les avocats les plus mercenaires, qui plaident blanc le matin et noir l'après-midi, apparaissent comme une espèce de performance intellectuelle, comme si une forme de cynisme de l'expression publique dans laquelle ils sont serait une façon d'étalonner leur efficacité intellectuelle ou judiciaire. Moi, je ne fais pas partie de cette culture-là, chacun le sait. Et évidemment, plus on est un avocat de conviction engagé, ce qui est évidemment notre cas, Henri et à moi me situant modestement dans le sillage d'Henri, plus on est un avocat engagé, plus on s'exprime publiquement, plus on est sous une forme de contrainte de cohérence, parce que la cohérence, c'est la condition de la crédibilité et de la liberté. Et donc cette exigence de liberté... La cohérence, c'est l'engagement, c'est le militantisme. Ça veut dire que, par exemple, il y a quelques semaines, un grand trafiquant d'armes est venu me voir, voulant me couvrir d'or, espérant sans doute, en me couvrant d'or, acheter une image éthique très artisanale, qui est la mienne, et peut-être un peu d'efficacité professionnelle. Et évidemment, j'ai refusé, même si l'homme était tout à fait charmant et romanesque. Donc il vous arrive de refuser des... Évidemment que je refuse. Après, il y a une deuxième raison. Alors, plusieurs raisons pour refuser. Il y a une raison qui est de défendre quelqu'un qui vous mettrait dans une incohérence à
avec qui vous êtes et vos convictions, a fortiori si ces convictions quittent le champ privatif et son public. Il y a une deuxième raison, c'est de dire, comme ça m'est arrivé au parloir, l'ayant appris de mon maître de stage, Philippe Lemaire, malheureusement disparu, le grand ami d'Henri Leclerc, c'est-à-dire de considérer, de dire les yeux dans les yeux de quelqu'un au parloir de Fresnes, monsieur, vous me demandez un système de défense, de vous accompagner dans un système de défense qui est un véritable suicide. Donc je veux bien vous défendre si vous acceptez, parfois à la marge, mais des ajustements, ce qui est pas forcément... ce qui ne coïncide pas forcément avec un repentir actif ou une confession finale. Donc si on ne se sent pas à l'aise, et si moi je ne me sens pas capable d'accompagner un homme qui me demande ma confiance et ma compétence, si je ne me sens pas à l'aise pour l'accompagner dans une prise de parole qui me paraît impossible, et totalement contredite et mise en pièces par le dossier, oui, c'est compliqué pour moi de le faire. Mais Henri Leclerc. je vais vous dire, bon, d'abord, c'est la conscience de l'avocat. Ou bien on sent qu'on est capable de défendre une cause, ou bien on sent qu'on n'en est pas capable. Ça arrive qu'on n'en soit pas capable. Mais moi, j'ai défendu des causes qu'on m'a énormément reprochées. Hein. Ça n'a pas arrêté. Hein. Oui. Point commun qu'on a tous les deux. Comment ? Point commun qu'on a tous les deux. On m'a reproché d'avoir défendu des causes qui étaient contraires à mon image. Vous le faisiez presque tout à l'heure vous-même. Et pas parce que j'avais témoigné. Oui, parce que c'était pas aussi. comme avocat parce que j'avais témoigné, mais c'était ça. En gros, c'était pas tellement ce que vous avez dit, c'est la position qui a été la vôtre. On me l'a reproché dans de nombreuses affaires. Mais je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite dans mon livre et qui me paraît très importante. Parce que ça m'est arrivé après la guerre d'Algérie. J'ai été commis d'office pour 2 criminels de l'OS. L'OS, c'était vous savez ce que c'était ? C'était donc les gens qui, pour l'Algérie française, qui avaient blessé gravement une petite fille à Paris, qui avaient tué un certain nombre de gens qui ont tenté de tuer De Gaulle, etc. Bon. Et je suis commis d'office pour 2 d'entre eux. Bon, je vais les voir. Je suis commis d'office, je suis obligé de les défendre. C'est l'obligation. Sauf problème de conscience très absolu, très important, dont on se fait relever par son bâtonnier. Mais c'est très rare. Il faut faire l'effort de trouver les moyens de défendre quelqu'un. Absolument. Et c'est très difficile. Et je vais les voir, et je tombe sur le premier, qui était un homme, un ancien de la Légion, qui avait un fort accent allemand, qui manifestement était un ancien militaire allemand recyclé, et qui me dit, je lui dis, bon, alors comment je vous défends ? Il me dit, moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la défense de l'Occident, c'est là, De Gaulle a trahi la France, on se livre aux musulmans, aux Arabes, c'est épouvantable. Vous avez dit que vous ne vouliez pas dire ça. Alors attendez, laissez-moi finir. J'ai donc dit à cet homme, j'ai discuté un moment avec lui, je lui ai dit, écoutez, monsieur, on peut discuter, je ne sais pas, mais est-ce que vous voulez que je présente votre thèse ? Non, je veux que vous dire. Je lui ai dit, monsieur, je ne peux pas vous défendre. Vous le dites carrément, je ne peux pas vous défendre sur cette base. Et j'ai d'ailleurs téléphoné à des avocats qui défendaient ces causes en leur disant « Est-ce que vous accepteriez de prendre une cause comme ça, commis d'office ?» Bon, bien, n'en parlons plus. Et après, je suis commis d'office pour un autre. C'était un jeune homme de Périgueux, qui s'appelle aujourd'hui, je crois, Mohamedia. Et ce jeune homme, je le vois, il dit « Vous savez qu'une chose qui m'intéresse, d'abord, c'est d'essayer d'aller sauver ma mère, qui vit malheureusement, qui n'a pas un rond, qui est dans un village en France, qui n'y connaît personne, etc. Mon objectif, démerdez-vous comme vous voulez, je veux la rejoindre le plus vite possible. Bon. Et puis sur ça, il m'explique pourquoi il s'est engagé. Il m'a expliqué qu'il avait quitté ce village où son arrière-grand-père était enterré, et il m'a expliqué ce qu'était son amour de la terre d'Algérie. Qu'il était français, il aimait la France, mais... Et au fur et à mesure qu'il m'a expliqué ça, au fur et à mesure que j'ai vu la défense, c'est de tirer les gens par le haut, hein, d'une certaine façon. Qu'il y avait quand même quelque chose de haut dans ce qu'a fait ce type. J'ai dit, OK, je vous défends. Alors, là-dessus, les autres gens de l'OS ont fait pression sur lui pour qu'il accepte un autre avocat. Il a dit non, on s'entendait très bien. Je l'ai défendu. Et je l'ai défendu. Bon, j'ai eu un résultat qui était plutôt bon, mais il a été condamné, évidemment. Mais je l'ai défendu parce que je trouvais que c'était important de le défendre. Il y avait un accord entre nous sur quelque chose. Et ce que je cherchais, et ça c'est la défense, il y avait un accord sur quelque chose d'assez haut. Et cet accord, je sentais bien en plaidant que les militaires devant lesquels je plaidais,
ils étaient aussi d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une inégalité cachée en face de la justice? Et c'est la dernière inégalité dont je voudrais vous parler, c'est l'inégalité de temps que l'avocat consacre à chacun de ses clients. C'est-à-dire qu'un client qui n'a pas beaucoup d'argent, un client qui vient en surcharge par rapport à un emploi du temps absolument terrible, l'avocat n'a pas le temps de le présenter, de travailler son affaire, et est-ce qu'il n'est pas victime parce qu'au fond, il est un petit rouage dans l'emploi du temps de l'avocat? Est-ce qu'il n'est pas victime de cette situation, William Bourdon? Comme la justice tend vers l'égalité devant la loi, nous, dans notre exercice quotidien, notre conscience devrait nous faire tendre. J'entends le conditionnel. Tout est conditionnel en la matière. On n'est jamais dans l'idéalité. Donc, si on n'est pas dans l'idéalité, on est dans le conditionnel. N'est-ce pas? Donc, on essaie de tendre, en tous les cas, moi, avec les équipes qui travaillent avec moi, on essaie de tendre vers un traitement qui permette à chaque client de se sentir égaux devant l'avocat qu'il a choisi. Ça serait évidemment totalement malhonnête, parce que personne n'est parfait, totalement honnête de dire qu'on réussit tout le temps. Mais ce qui nous encourage à le faire, c'est que l'expression de la gratitude vient bien souvent beaucoup plus des plus miséreux que des plus puissants. Ça ne veut pas dire qu'elle soit exclusive du côté des plus puissants. On y est encouragé aussi parce qu'on sent chez les gens qui viennent nous voir pour des dossiers parfois très modestes, des dossiers qui peuvent toucher à des questions de liberté publique, de droits des étrangers, de droits des mineurs, une colère sociale, une colère citoyenne qui est très forte. Et donc, depuis quelques années, moi, je peux témoigner du fait qu'il y a une espèce de reconnaissance mutuelle entre l'avocat que je suis, qui est aussi témoin, voire acteur de cette colère citoyenne, et ce sentiment de délaissement, ce sentiment de désenchantement, qui conduit aussi parfois à beaucoup d'irrationalité, qui conduit à se transformer en une espèce de créancier affamé en permanence de reconnaissance judiciaire. Bon, toutes ces dérives, on les connaît. Mais il y a une espèce de communauté, au fond, aujourd'hui, de colère, d'impatience, de ras-le-bol, qui n'est plus sourde dans ce pays, qui éclate, qui explose, et elle explose aussi beaucoup dans les salles d'attente des cabinets d'avocats. Merci à tous les deux. Alors, La parole et l'action, c'est le livre de Henri Leclerc, et puis les livres de William Bourdon, donc, Les dérives de l'état d'urgence, et puis Face aux crimes du marché, quelles armes juridiques pour les citoyens, aux éditions de La Découverte. Merci à tous les deux. La justice, selon que vous serez puissant ou misérable. Troisième partie, notre grand témoin est Mireille Delmas-Marty. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez été titulaire de la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Vous avez publié Résister, responsabiliser, anticiper au seuil. Vous venez de publier Une boussole des possibles. En fait, Une boussole des possibles, c'est le texte de votre clôture de cours au Collège de France. Et puis, aux quatre vents du monde, vous aviez publié un petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation. Et puis, Sortir du pot au noir, l'humanisme juridique comme boussole. Et je vais commencer par ça, par l'humanisme juridique comme boussole. Parce que vous nous dites dans tous vos livres, et notamment dans ce dernier petit livre qui vient de paraître, que l'humanisme juridique est presque déchiré. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi l'humanisme juridique est déchiré et qu'est-ce que c'est que cette évolution qui fait qu'à votre avis, au fond, on aurait, face à nos démocraties fragiles, un droit, une justice qui serait relativement déchirée. Il est déchiré, l'humanisme juridique, parce qu'en réalité, il faudrait parler des humanismes juridiques au pluriel, parce que, en réalité, l'humanisme, ce que j'appelle l'humanisme juridique, c'est la manière dont le droit rend compte de l'importance de l'humain dans l'ensemble du système vivant. Et cette prise en compte de l'humain se fait différemment dans les différentes civilisations. Alors pendant longtemps, je dirais chacun avait sa propre boussole, c'était son système de pensée, chaque nation avait ses propres références, pouvait être dans la culture, dans la religion, dans l'économie, dans la géographie, l'esprit des lois. La formule de Montesquieu est connue. Donc,
chaque groupe humain, chaque communauté humaine avait sa propre vision de la relation de l'homme à l'ensemble, à la nature. Et puis, avec la mondialisation qui atteint maintenant presque on peut dire quasiment tous les domaines de la société, on peut plus, chacun ne peut plus utiliser ses propres références. Parce que si vous prenez les défis actuels, bon, terrorisme, il est globalisé, il est à l'échelle, il se développe à l'échelle mondiale. Changement climatique, c'est un problème mondial. Aucun pays, si puissant soit-il, ne peut lutter seul contre le changement climatique. Les migrations, les désastres humanitaires qui accompagnent les mouvements migratoires à l'heure actuelle. Aucun pays, et même aucune région, l'Europe essaye mais n'y arrive pas, ne peut régler seul le problème. Donc il y a tout un ensemble de défis de société pour lesquels on n'a plus de boussole. On ne sait plus dans quelle direction aller parce que, au fond, on a perdu le nord parce que chacun s'était fabriqué en quelque sorte son nord magnétique. Et maintenant, nous sommes tous contraints de découvrir que nous aurons le même destin d'un bout à l'autre de la planète face à ce type de questionnement, face à ce type de défi que nous avons à relever. Ou nous les relèverons ensemble, ou nous perdrons ensemble. Et j'emploie beaucoup la métaphore de la navigation, avec l'impression que où le bateau continue, où on coule tous ensemble, parce qu'on est embarqués sur le même bateau d'une certaine manière. Alors c'est ça qui déchire les différentes visions de l'humanisme, ou si on prend la métaphore des vents et de la navigation, je dis c'est ce qui nous met dans le poteau noir. Alors le poteau noir, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. En fait, c'est une zone au milieu des océans où les vents, les alizés du nord et du sud se rencontrent. Ils sont parfois très violents. Alors soit le bateau est paralysé parce qu'ils se neutralisent l'un l'autre, les vents contraires, donc le bateau est paralysé, il est encalminé, comme on dit, et il ne fait plus rien. C'est un peu la situation de l'Europe. Ou bien alors les vents s'entrechoquent avec violence, s'entremêlent avec violence et le bateau coule. Et c'est un peu l'inquiétude que j'ai à l'heure actuelle. Mais c'est pourtant un progrès de penser que tous les pays sont de plus en plus enclins ou contraints, je ne sais pas, à adopter un certain nombre de valeurs inévitables, valeurs contre le terrorisme, valeurs contre la torture, valeurs contre des drames humanitaires, et qu'au fond, voir ces pays successivement pliés en face de cette réalité et jugés de la même façon, est-ce que c'est pas finalement rassurant ? Oui, ce serait rassurant s'il n'y avait pas une sorte d'écartèlement, parce que ce que vous dites est juste dans la mesure où dans les faits, dans les pratiques, on s'aperçoit que nous sommes tous interdépendants. On a beaucoup utilisé le mot indépendance pendant des siècles, mais maintenant on n'en est plus aux déclarations d'indépendance. On aurait besoin d'une grande déclaration d'interdépendance. Nous sommes tous devenus interdépendants avec la pandémie, la crise sanitaire que je n'ai pas évoquée dans ma première intervention. En fait, on s'aperçoit que nous sommes interdépendants. Donc dans les faits, dans les pratiques, nous sommes devenus interdépendants. Mais dans les principes, dans les structures politiques et institutionnelles, dans les textes juridiques, on est encore loin d'avoir bâti ce droit commun dont on aurait besoin. Au contraire, il y a une sorte de renouveau des mouvements populistes, il y a une sorte de renouveau du souverainisme. Donc on essaye de réintroduire le chacun pour soi. Et la fameuse formule qu'avaient utilisée les nazis dans les années 30, charbonnier et maître chez lui. Je vous renvoie à toute une série de personnages politiques récents qui ne veulent pas entendre parler de solidarité avec d'autres pays. Donc on est écartelé entre la réalité et le déni de la réalité. Et tout irait bien si effectivement on arrivait à se mettre d'accord, non pas sur toute une réglementation détaillée qui n'a pas lieu d'être commune, mais sur des principes communs, et ce que j'appellerais une boussole commune, qu'on sache en gros dans quelle direction aller. Et là, on en est loin. On en est loin parce que si on essaye, j'avais essayé dans le livre que vous avez évoqué, Aux quatre vents du monde, j'avais essayé de faire une sorte de rose des vents. La rose des vents de la mondialisation, qui d'ailleurs figure sur la couverture du livre.
Alors, c'est comique parce que j'ai dit aux 4 vents du monde. En fait, il y a 8 vents. Mais ils s'opposent par couple, par paire. Alors, par exemple, le couple opposé le plus connu, le plus difficile peut-être pour dépasser l'opposition, c'est le couple sécurité-liberté. Alors, c'est un couple qu'on rencontre aussi bien dans les affaires de terrorisme. Est-ce que pour défendre la sécurité, on peut supprimer toutes les libertés, y compris celles que le droit des droits de l'homme dit indérogeables, comme le droit à l'égale dignité de tous les êtres humains? Est-ce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, donc au nom de la sécurité, est-ce qu'on peut complètement faire disparaître les libertés? C'est la formule aussi, la sécurité première de nos libertés. Ou bien alors, est-ce qu'au nom des libertés les plus importantes et surtout l'égale dignité, on doit limiter les réponses sécuritaires? Bon, c'est un débat je viens de le dire, on le rencontre à propos du terrorisme, mais on le retrouve avec les pandémies d'une certaine manière. Parce que ce qu'on a vu, c'était surtout visible dans la première phase, c'est qu'il y a eu des manières de traiter les mourants notamment, et ensuite les corps des mourants, de façon indigne, de façon contraire à la dignité humaine au sens le plus fort du terme. Donc au nom de la sécurité, on a cru devoir sacrifier ce qui fait peut-être l'humanité de l'homme, parce que l'humanité de l'homme, c'est pas d'être vivant, ça c'est quelque chose une caractéristique que nous partageons avec l'ensemble du monde vivant, avec les animaux, avec les végétaux. Donc l'humanité de l'homme, c'est précisément cette dignité, ce qui n'est pas traduisible directement dans la matière, mais quelque chose qui ressemblerait à une spiritualité. Alors vous nous expliquez que le droit doit résister à la déshumanisation et qu'on doit essayer de s'appuyer sur le droit pour, au fond, éviter toute déshumanisation. Et par exemple, si on examine ce qu'est le tout sécuritaire, avec la maladie, c'est essentiel. Si on examine ce qu'est le tout marché, si on examine même ce qu'est le tout numérique, le droit doit nous aider à empêcher cette inflation de tout qui s'organise autour d'une réalité qui nous prive finalement de l'essentiel de l'humanité. Oui, alors le droit, disons, c'est surtout du côté du droit des droits de l'homme qu'on cherche ce type de réponse. Alors le problème, c'est que beaucoup de ces droits de l'homme, donc qui devraient être l'humanité de l'homme, paraissent contradictoires. Là, j'ai cité la contradiction entre liberté et sécurité. Il y a d'autres contradictions possibles, j'en évoque un certain nombre dans les 4 vents du monde, mais ne serait-ce que pour prendre simplement un deuxième exemple qui est intéressant si on réfléchit notamment sur le changement climatique, c'est compétition-coopération. Est-ce qu'il faut privilégier une logique de compétition, qui est la logique du marché d'ailleurs, ou une logique de coopération? Et là, de nouveau, on a besoin des deux. La difficulté, c'est que le droit ne permet pas de trancher. La sécurité seule au détriment des libertés, ce n'est pas acceptable. Les libertés seules sans sécurité, ça n'a pas de sens. La compétition seule, ça conduit au conflit, à la guerre. La coopération seule peut conduire à une sorte de paralysie ou d'immobilisme. Donc, la question qui est posée au droit, aux juristes, je dirais plus qu'au droit, c'est une question de réconciliation des contraires. On ne peut pas bâtir une boussole qui imposerait une direction plutôt qu'une autre. Donc il faut imaginer une boussole qui rééquilibre, qui donne le moyen de rééquilibrer les contraires. Alors pour rééquilibrer compétition et coopération, il y a un principe juridique qui est d'ailleurs très connu, surtout dans le droit européen, parce qu'il figure pratiquement dans tous les traités européens et à plusieurs reprises, c'est le principe de solidarité. Il n'est pas en tant que tel inscrit dans la déclaration de 1789. On le retrouve un peu indirectement dans la déclaration universelle à travers les droits économiques, sociaux, culturels, mais c'est surtout un principe qui devient pratiquement autonome dans le droit européen. Et le problème, c'est qu'il est mal appliqué ou pas appliqué. C'est un principe qui aurait dû aider à résoudre le problème des migrations, par exemple.
c'est un principe qui devrait être essentiel pour lutter contre le changement climatique. On n'y arrivera pas tout seul, on le sait. Donc il faut être solidaire. Et cette solidarité, parce que chaque État reste attaché à sa souveraineté, à son autonomie, à sa fameuse indépendance, alors que les États ne se reconnaissent pas interdépendants, alors on a beaucoup de mal à mettre en musique ce principe de solidarité qui serait pourtant la manière de réconcilier compétition et coopération. De même que le principe de dignité, dignité au sens le plus fort du terme, serait la manière, serait le principe qui permettrait de réconcilier les deux pôles, sécurité et liberté. Et donc c'est ça que le droit peut faire. Il ne peut pas indiquer un pôle nord, mais il peut indiquer des principes réconciliateurs. Thibaut Valentin. Mais ces principes, s'ils n'ont pas de valeur contraignante, je ne vais pas dire qu'ils servent à rien, mais ils n'ont pas... Enfin, on a l'impression parfois, je vais être un peu dur, mais que c'est un peu des vœux pieux. Que c'est un peu... Oui, alors vous savez, entre contrainte et non-contrainte, c'est pas une division binaire. On parle souvent avec l'expression en anglais, c'est soft law, hard law. Alors beaucoup de principes que j'évoque semblent être plutôt de la soft law. Et on a souvent dit, par exemple, à propos des accords de Paris sur le changement climatique, que c'était bien joli tout ça, mais c'était de la soft law, il n'était pas contraignant. Il n'y avait d'ailleurs pas de juridiction internationale pour juger les violations, les transgressions, et pas d'obligation réelle. Les États, quand ils ratifient l'accord de Paris ou quand ils le signent, s'engagent à le respecter, mais il n'y a pas de contrainte. Or, en réalité, on s'est aperçu, et le cas du climat de ce point de vue-là est intéressant, parce qu'il y a toute une justice climatique et des procès climatiques qui ont été lancés il n'y a pas longtemps. Ça. En première instance du premier contentieux climatique, c'est 2015. C'est l'année de la COP21 à Paris, là où on a adopté les accords de Paris. Et c'est une affaire dans laquelle des ONG, au nom notamment des générations futures, ont déposé une plainte contre l'État néerlandais, donc contre un État en tant que tel, qui avait pris des engagements de faire en sorte de lutter contre le changement climatique et qui n'a pas tenu ces engagements. Alors le juge néerlandais s'est érigé en quelque sorte en juge mondial, c'est-à-dire en juge de la transgression d'un engagement international mondial, et a considéré qu'on pouvait, à partir du droit néerlandais, bâtir un raisonnement qui permet d'opposer à un État son propre engagement. Alors c'est une affaire qui a été jusqu'à la Cour de cassation, ça a duré plusieurs années, mais il y a un an, je crois, la Cour de cassation a confirmé l'analyse des premiers juges. Donc on voit comment, avec un peu d'imagination aussi, et moi j'attache beaucoup d'importance à ce que j'appelle les forces imaginantes du droit, avec un peu d'imagination, on peut faire ce que j'appellerais volontiers du bricolage. Alors je prends bricolage dans le sens qui a été légitimé en quelque sorte par l'usage qu'en a fait Lévi-Strauss, d'une part en anthropologie, et François Jacob à propos de l'évolution du vivant. François Jacob dit « le vivant a évolué par bricolage », mais par bricolage, il entend le fait d'utiliser de l'ancien pour faire du neuf. Avec de l'ancien, on peut fabriquer du neuf. Ben là, c'est un peu ce que font les juges à l'heure actuelle en matière climatique. Avec l'ancien droit national et l'ancien droit international qui n'est pas contraignant, ils ont croisé les deux et ils ont fait du neuf. Un droit national internationalisé et par ailleurs, on fait aussi, par exemple à la Cour européenne des droits de l'homme, un droit international contextualisé. Donc il y a une sorte effectivement, c'est du bricolage. Avec des vieilles catégories apparemment binaires et opposées, on fabrique quelque chose en commun. Est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui est contraignant, lui ? Par exemple, la responsabilité des entreprises multinationales. Par exemple, l'idée de protéger les animaux, parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même une diversité qui existe du point de vue des animaux. Ensuite, la nécessité de protéger l'environnement naturel. Et est-ce que tout ça ne sont pas des facteurs qui finalement font pression sur les États
pour prendre en compte ces réalités et donc adapter leurs droits. Oui, alors il n'y a pas que du bricolage, il y a aussi de l'innovation juridique. Le bricolage peut-être prépare le terrain, effectivement, pour l'innovation juridique. On voit des nouvelles catégories apparaître. Alors là, les animaux qui ne sont ni personnes ni des choses, être sensibles, c'est l'expression qu'on utilise couramment. Et vous savez que dans ces procès que j'évoquais, dans ces procès climatiques, il y a eu une tentative pour faire entrer de nouvelles catégories de biens ou de personnes. Alors, il y a une nouvelle catégorie de biens qui me paraît très importante pour l'avenir de ces défis globaux, c'est la catégorie des biens communs mondiaux. Les biens communs mondiaux, c'est une catégorie qui reconnaît la qualification de biens, mais de biens inappropriables, alors que les biens, traditionnellement, nous renvoient au droit de propriété. Là, alors c'est à la fois le juge, mais c'est aussi le législateur, dans certains cas, qui invente des catégories nouvelles. Alors là où ça va peut-être un peu loin, c'est dans les décisions. Alors là, ce sont les juges, notamment les juges en Amérique latine, en Colombie par exemple, ou en Inde également, qui ont reconnu une sorte de qualité de personnalité juridique à des éléments de la nature. La forêt amazonienne pour la Colombie, un affluent du Gange pour l'Inde. Et donc là, alors on est en pleine force imaginante du droit, ça va peut-être un peu loin parce que ce sont des personnes juridiques, certes. Alors on peut les représenter en justice comme on représente une personne morale, une société ou une entreprise, mais ce sont des représentations qui ne créeront pas de réciprocité. Or, pour qu'il y ait véritablement personnalité juridique, il vaut mieux qu'il y ait réciprocité. C'est-à-dire, je peux être condamné je peux être protégé comme victime, c'est le cas de la protection de la forêt ou de la rivière, mais je peux aussi être poursuivi comme auteur de l'infraction. Et là, ce n'est pas le cas. On ne va pas poursuivre la rivière si elle a inondé un village. Donc la notion de personnalité juridique, ça va peut-être un peu loin dans l'imagination juridique, mais il n'empêche que ce qui est important, c'est que le droit continue à évoluer. Moi, j'aime beaucoup parler de droit en mouvement. Le droit n'est pas statique, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on regarde les métaphores qu'utilisent souvent les juristes, la pyramide des normes, les piliers, les fondations, les fondements, tout ça ce sont des métaphores immobiles, alors que le droit est en mouvement. Alors cette évolution formidable que vous décrivez du droit en fonction, au fond, de la mondialisation et de la manière dont on s'adapte ou on ne s'adapte pas à la mondialisation, est-ce que ça n'a pas des conséquences sur ce que voyait La Fontaine ? C'est-à-dire quand La Fontaine disait, au fond, le droit s'applique différemment aux riches et aux pauvres, est-ce que ça, c'est pas complètement subverti par le fait que la mondialisation change les données? C'est vrai qu'en ce qui concerne les entreprises transnationales, il y a un grand mouvement de transformation. On n'est pas encore au bout de l'affaire, parce que ça prendra du temps. Mais il y a un texte qui a été adopté dans le cadre des Nations Unies sur les responsabilités des personnes morales par rapport aux droits de l'homme. L'idée que les droits de l'homme ne sont pas seulement opposables aux États, ce qui est l'idée de départ, mais sont opposables à cet autre pouvoir très fort, qui n'est pas le pouvoir politique des États, qui est le pouvoir économique des grandes entreprises. Et ça, c'est l'amorce d'une évolution, parce que c'est pareil, au fond, la notion de responsabilité, elle est inscrite dans un droit, un soft law, les codes de conduite, les codes de déontologie des grandes entreprises. Et petit à petit, elle est en train d'entrer dans le hard law, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a adopté un principe, par exemple, de refuser le travail des enfants, et qui en réalité utilise un sous-traitant qui, lui, n'est pas gêné pour faire travailler les enfants, ben, c'est plus possible, parce qu'il y a une loi sur le devoir de vigilance qui impose à la société mère de vérifier ce qui se passe dans les filiales et chez les sous-traitants. Alors, c'est un mouvement très lent, mais plutôt que La Fontaine, moi, j'aurais envie de revenir sur la citation que faisait Henri Leclerc de Pascal, quand il dit, parce que c'est vraiment au cœur de votre questionnement, comment faire pour que la justice soit juste? C'était la question de Pascal. Ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force.
Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Et il ajoute, afin que la justice et la force fussent ensemble et que la paix fût, qui est notre bien souverain. Alors, moi je me dis, on n'est pas quand même tenu de respecter à perpétuité M. Blaise Pascal. Je crois que s'il était là, il faudrait aller lui rendre visite et lui dire, mais écoutez, les choses pourraient peut-être changer. Ce n'est pas inéluctable de dire que la force continuera toujours à l'emporter sur la justice. D'abord, il y a tout le corpus des droits de l'homme qui n'existait pas de votre temps, donc on comprend que vous ayez écrit ça à l'époque, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce qui bouge, notamment autour du changement climatique, parce que là c'est un sacré moteur de transformation, on arrivera un jour à ce qu'il soit force d'obéir à la justice et non juste d'obéir à la force. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner tout à Pascal. Il faut lui dire, vous avez dit ce qu'on devait dire de votre temps, mais maintenant les choses changent. Mireille Delmas-Marty, vous êtes absolument irrésistiblement optimiste, c'est-à-dire vous pensez qu'à terme, la force sera vraiment mise au service de la justice à l'échelle internationale, alors, ce qui est quand même incroyable, paradoxal quand on réfléchit à ce qu'est le monde. Je dis que rationnellement, on peut tenir ce discours. Il n'empêche que je suis quand même beaucoup plus inquiète maintenant que je ne l'étais quand j'ai commencé à faire des recherches dans le champ juridique et dans le champ du droit mondial. Parce que quand j'ai écrit le livre que vous avez évoqué tout à l'heure, 3 défis pour un droit mondial, je pensais vraiment qu'on était dans un processus presque linéaire, en tout cas irréversible. Et quand je parlais de l'Europe, je ne pensais pas que l'Europe pouvait régresser. Je pensais que l'Europe était engagée comme une sorte de laboratoire de la mondialisation dans un processus qui allait préfigurer un futur ordre mondial. Or, l'abîme est assez grand. Vous citez Valéry pour dire que l'abîme de l'histoire est assez grand. Voilà. Et alors, je découvre tardivement, comme Valéry, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Eh bien, on peut le dire plus que jamais. Donc, je ne suis pas du tout persuadée que mon optimisme sera vérifié. Au contraire, j'ai l'impression que les petites trouées lumineuses, les issues lumineuses à la façon de Vera da Silva, des tableaux de Vera da Silva, les issues lumineuses, il y en a de moins en moins. Et je suis sensible au discours des collapsologues qui nous démontrent avec des études scientifiques très valables, alors essentiellement dans le domaine du climat et du changement climatique et de l'environnement, que nous allons vers le grand effondrement, qui ne me paraît pas exclu. Ce qui ne me paraît pas exclu non plus, c'est que la peur augmente dans nos sociétés. D'ailleurs, nous qui vivons cette ambiance de pandémie, nous le sentons quotidiennement. Il y a une sorte de peur, d'agressivité liée à la peur. On est en train d'entrer dans des sociétés de la peur. Or, les sociétés de la peur sont des sociétés qui renoncent, parce qu'elles ont peur précisément, à la plupart des libertés publiques. C'est le débat que nous avons actuellement en France. Ce qui fait que le grand effondrement, ou la peur du grand effondrement, risque de nous amener à une autre catastrophe, qui serait le grand asservissement, la suppression de toutes les libertés, et un système dans lequel les êtres humains doivent obéir au doigt et à l'œil. C'est ce que Tocqueville avait prévu d'ailleurs. Quand il écrivait sur la démocratie, il disait à quoi va ressembler le despotisme en démocratie. Donc déjà, il disait la démocratie n'empêche pas le despotisme. Mais à quoi ressemblera le despotisme en démocratie? Et alors il faisait un tableau extraordinaire des hommes comme une sorte de troupeau menés par le bon berger et obéissant au doigt et à l'œil, au signal du bon berger. Or, c'est un peu ce qui nous arrive. On nous dit, là, vous pouvez sortir, mais attention, jusqu'à telle heure, dans telles conditions. On est ces troupeaux animés par une certaine peur, peut-être, aussi parce que on n'a pas les moyens de résister. Donc ça me paraît un deuxième risque. Alors, est-ce qu'il reste encore une petite place pour un troisième modèle qui serait ni le récit catastrophe des collapsologues, ni le récit programme de ceux qui sacrifient la liberté, des autoritaristes? Mais est-ce qu'il y a la place pour un troisième récit d'anticipation? Parce que tout ça, c'est dans l'anticipation qu'on le trouve. Est-ce qu'il y aurait un troisième récit d'anticipation qui serait le récit aventure?
c'est-à-dire le récit qui accepte. Bon, nous vivons dans l'imprévisible. Nous n'essayons pas de le prédire ni de le prescrire. Nous essayons de l'accueillir quand il se produit, mais de l'accueillir sans renoncer à nos principes. Est-ce qu'il y a de la place pour ça? J'en suis pas sûre, mais j'essaye de faire comme si. J'essaye de faire comme si parce que je ne vois pas quoi faire d'autre. Moi, je ne suis pas prête à choisir entre le grand effondrement et le grand asservissement. On va dire que l'asservissement, c'est moins pire. Je ne trouve pas. Parce que vivre esclave, c'est peut-être pire que de ne pas vivre. En tout cas, la question est posée. Mais je me dis, même s'il y a un tout passage très étroit, il faut essayer de le trouver. Et là, j'ai un mot déjà pour désigner ce troisième récit d'anticipation qui serait ni la catastrophe de l'effondrement, ni la catastrophe aussi de l'asservissement, c'est le mot mondialité. Le mot mondialité qui a été inventé par les poètes. Vous voyez, c'est chez les poètes qu'il faut trouver des réponses quand tout va mal. Il a été inventé par des poètes antillais, par Édouard Glissant, et puis après lui, Patrick Chamoiseau, qui a repris le terme et qui l'a très bien présenté, animé, il a un souffle extraordinaire. Et je me dis, peut-être la mondialité, pour eux, c'est l'envers de la mondialisation. C'est ce qu'une mondialisation apaisée peut apporter, non pas comme une paix statique, mais comme un ordre, au sens statique du terme, mais comme un mouvement, un processus d'apaisement qu'il faut toujours recommencer, un rééquilibrage qu'il faut toujours reprendre. Merci Mireille Delmas-Marty. Alors justement, si vous voulez éviter l'effondrement, si vous voulez éviter l'asservissement, je ne vois qu'une seule solution. Vous fermez votre télévision et vous vous mettez à lire Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau. Et vous aurez en tête ce que Mireille Delmas-Marty vient de vous dire et vous comprendrez qu'un nouveau droit est peut-être en train de naître dans ce contexte. À la semaine prochaine.